Ma belle-sœur a sifflé, renonce à ton héritage, ou je parlerai de ton passé à ton mari. J'ai simplement souri, pris mon téléphone et dit, maintenant, écoute ça. Son visage est devenu blême. La porte s'est refermée derrière elle en claquant, et j'ai su, avant même qu'elle ne dise un mot, que Vanessa préparait ce moment depuis des semaines. Elle a posé le dossier sur le bureau de l'avocat avec le genre de précision qui m'indiquait que chaque page à l'intérieur avait été arrangée pour un effet maximal. Puis elle s'est penchée si près que je pouvais sentir son parfum, vif et cher, le même qu'elle portait à chaque dîner de famille où elle prétendait m'aimer. Renonce à ton héritage, a-t-elle dit doucement, ou je parlerai de ton passé à ton mari. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas demandé ce qu'elle voulait dire. Je le savais déjà. J'ai fouillé dans mon sac à main, sorti mon téléphone et ouvert un enregistrement. Je n'ai pas encore appuyé sur lecture. J'ai juste souri. Avant de passer cet appel, ai-je dit, tu devrais écouter quelque chose. Vanessa s'est figée. 3 mois plus tôt, rien de tout cela n'existait. Il n'y avait pas de dossier, pas de menaces, pas de porte de bureau verrouillée. Il y avait seulement des funérailles et une famille qui essayait de comprendre ce qui allait suivre. George Bennett avait été le genre d'homme qui construisait les choses discrètement et laissait les résultats parler pour lui. Un empire immobilier qui a commencé avec un simple duplex en Ohio et qui est devenu quelque chose qui a donné un sens à son nom dans 3 États. Quand il est décédé, la maison a semblé différente immédiatement, plus froide, plus silencieuse, comme si les murs eux-mêmes attendaient que quelqu'un leur dise ce qui allait se passer. Je me tenais au fond du salon funéraire ce jour-là, non pas parce que je voulais prendre mes distances avec la famille, mais parce que c'est là que je m'étais toujours tenu. La famille de Daniel n'avait jamais vraiment su quoi faire de moi. J'étais la veuve de leur fils, techniquement toujours membre de la famille, mais pas vraiment des leurs. Vanessa s'en assurait. Elle avait une façon de m'inclure dans les conversations juste assez pour paraître gracieuse tout en s'assurant que je n'ai jamais vraiment ma place. Margaret, la femme de George, a pleuré pendant tout le service. Elle s'est accrochée au bras de Vanessa comme une femme s'accroche à la dernière chose solide dans une maison qui s'effondre. Je comprenais que le deuil pousse les gens à s'agripper à quiconque offre le réconfort en premier. Et Vanessa avait toujours été prompte à réconforter. Prompte avec les plats cuisinés. Prompte avec les mots juste au bon moment. Ce avec quoi elle n'était pas prompte, c'était l'honnêteté, bien qu'il nous faudrait des mois au reste d'entre nous pour le comprendre. La lecture du testament a eu lieu 2 semaines plus tard dans un cabinet d'avocats du centre-ville, avec des boiseries sombres et une odeur de vieux papier. Howard Lewis, l'avocat de George depuis plus de 20 ans, était assis en bout de table comme un homme qui préférerait être n'importe où ailleurs. Il connaissait cette famille depuis longtemps. Il avait probablement deviné comment cette réunion se déroulerait. La succession de George était plus importante que la plupart d'entre nous ne le pensions. La maison au bord du lac dans le Michigan, celle avec le porche enveloppant où tous les petits-enfants avaient appris à nager. Départ dans l'entreprise de construction familiale, celle que le mari de Vanessa, George, le fils de Margaret et le frère aîné de mon défunt mari Daniel, dirigeaient depuis une décennie. Un portefeuille d'investissement qui avait discrètement surperformé la plupart de Wall Street. Et la collection d'art que George avait mis 30 ans à assembler pièce par pièce, provenant de ventes de succession et de petites galeries qui ne faisaient jamais la une des journaux. Tout le monde dans cette pièce, y compris Vanessa, supposait la même chose, que tout lui reviendrait. Elle était, après tout, mariée au fils aîné survivant de la famille. Elle avait passé une décennie à jouer la belle-belle-fille, se présentant à chaque fête, chaque visite à l'hôpital, chaque petite crise qui exigeait que quelqu'un apporte de la soupe et s'assoie tranquillement dans une salle d'attente. Elle s'était bâtie une réputation, et les réputations dans des familles comme celle-ci ont tendance à se traduire en héritage. Howard s'est éclairci la gorge, a ajusté ses lunettes et a prononcé la phrase qui a tout changé. Il y a un autre héritier nommé dans ce document. La pièce est devenue silencieuse d'une manière qui semblait presque physique. Je me souviens avoir baissé les yeux sur mes mains parce que je savais déjà de qui il parlait avant qu'il ne prononce mon nom. Claire Bennett, a-t-il poursuivi, est désignée comme bénéficiaire principale avec un statut égal à celui des autres héritiers listés ici. Je ne l'ai pas demandé. Je veux être clair à ce sujet, car dans les semaines qui ont suivi, il y aurait une version de cette histoire où j'aurais manigancé pour entrer dans les bonnes grâces de George, où j'aurais manipulé un vieil homme en deuil pour qu'il change son testament. Rien de tout cela n'est arrivé. George et moi avions une relation basée sur quelque chose de plus simple que la manigance, il aimait que je ne lui demande jamais rien.
Et j'aimais qu'ils ne s'attendent jamais à ce que je prétende être quelqu'un que je n'étais pas. Le visage de Vanessa n'a pas changé lors de cette réunion. C'est la première chose que j'ai remarquée chez elle, bien avant de comprendre à quel point elle pouvait être dangereuse. Elle avait un contrôle total sur ses expressions. Le même contrôle dont je me vantais, sauf que le mien venait d'un calme authentique. Et le sien, j'allais l'apprendre plus tard, venait du calcul. À partir de ce jour, quelque chose en elle a changé. Elle a commencé à m'appeler plus souvent, à m'inviter à prendre un café, à déjeuner, à de petites réunions auxquelles je n'avais jamais été incluse auparavant. Au début, j'ai pensé que le deuil avait adouci quelque chose en elle, lui avait donné envie de combler la distance entre nous. Je me suis dit que les familles se rapprochent parfois après une perte, que c'était peut-être la façon pour Vanessa de chercher un lien, la seule qu'elle connaissait. Mais les questions qu'elle posait ne ressemblaient pas à une recherche de lien. Elles ressemblaient à une excavation. Elle évoquait ma vie avant Daniel, mes années à l'université, les amis que j'avais perdus de vue, les endroits où j'avais vécu avant de m'installer. Elle posait des questions sur mon premier mariage, sur les vides dans mon histoire que je n'avais jamais pris la peine d'expliquer à personne parce que personne n'avait jamais eu besoin d'explication. Je répondais prudemment, comme je réponds à la plupart des choses, en lui donnant juste assez de vérité pour paraître ouverte tout en gardant les parties de ma vie qui n'appartenaient qu'à moi, exactement là où elles devaient être, dans le passé, scellées. Je ne comprenais pas pourquoi elle creusait. Pas encore. Mais je finirais par comprendre, et quand ce serait le cas, je réaliserais que Vanessa Bennett n'avait pas du tout essayé de se rapprocher de moi. Elle cherchait une arme. J'ai découvert ce que Vanessa avait fait un mardi après-midi, d'une source à laquelle je ne m'attendais pas, sa propre sœur, qui avait bu un verre de vin de trop à une fête prénatale et avait laissé échapper quelque chose qu'elle a probablement regretté à l'instant où cela a quitté sa bouche. Vanessa a engagé quelqu'un, a-t-elle dit, en riant comme si c'était un commérage au lieu d'une menace. Un type qui fait des vérifications d'antécédents. Elle est convaincue que tu caches quelque chose. J'ai souri et changé de sujet, comme je le fais quand j'ai besoin de temps pour réfléchir sans que personne ne regarde mon visage le faire. Mais sous ce sourire, quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Je savais exactement ce qu'une vérification d'antécédents assez approfondie trouverait, parce que j'avais passé 20 ans à m'assurer que personne n'ait jamais de raison de chercher. Quand j'avais 22 ans, à mon dernier semestre d'université, j'ai été arrêté. C'est une chose étrange à écrire, même maintenant, parce que le mot arrêté porte tellement de poids, tellement de suppositions, et la réalité de ce qui s'est passé était tellement plus petite et plus étrange que le mot ne le suggère. Ma colocataire de l'époque faisait du trafic, des choses illégales, depuis notre appartement sans que je le sache. Je l'ai découvert la même nuit que la police, quand ils sont entrés par notre porte avec un mandat et ont trouvé assez de preuves dans sa chambre pour mettre fin à son semestre et presque au mien. J'ai passé une nuit dans une cellule de détention avant que quiconque ne croie que je n'avais rien à voir avec ça. Les charges ont été abandonnées en moins d'un mois. Le dossier a été scellé, puis finalement entièrement effacé, le genre de résolution juridique nette qui est censé signifier que cela n'est jamais arrivé. Et pendant 2 décennies, ce ne fut pas le cas. J'ai construit toute une vie de l'autre côté de cette nuit. Une carrière, un mariage, une version de moi-même que personne n'avait de raison de remettre en question. Mais les dossiers scellés ne sont pas invisibles pour tout le monde. Ils sont invisibles pour les recherches occasionnelles, pour Internet, pour quiconque ne sait pas exactement où chercher et combien d'argent dépenser pour chercher. Vanessa, il s'est avéré, connaissait les deux. Je n'ai pas eu les détails de ce qu'elle avait trouvé avant une autre semaine. Pas avant qu'elle ne commence à glisser de petits commentaires pointus dans nos conversations. Des mentions de l'université, de se réinventer, de la façon dont il est intéressant de voir ce que les gens parviennent à laisser derrière eux. Elle tâtait le terrain, voyant comment je réagirais, jaugeant exactement la valeur de ce secret pour moi. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'était pourquoi c'était si important. Ce n'était pas l'arrestation elle-même que je craignais que les gens sachent. C'était Ethan, mon mari actuel, l'homme que j'avais épousé 4 ans après la mort de Daniel, un avocat d'affaires qui croyait aux faits, au dossier et au genre de transparence que sa profession exigeait. Je ne lui avais jamais parlé de cette nuit, non pas parce que j'avais honte, exactement, mais parce que cela n'avait jamais semblé pertinent. C'était arrivé à une version de moi qui n'existait plus. En parler, c'était comme lui présenter une étrangère. Je suis resté avec cette peur pendant des jours, la retournant dans tous les sens, essayant de décider si je devais lui dire moi-même avant que Vanessa ne puisse s'en servir comme une arme.
Et puis je me suis souvenu de quelque chose que Daniel m'avait dit une fois, des années avant qu'il ne tombe malade, dans une conversation si ordinaire à l'époque que j'avais presque oublié son existence. Nous étions en train de nettoyer le garage de son père, de trier de vieux outils et des boîtes, quand Daniel s'était tourné vers moi avec une expression que je ne reconnaissais pas, sérieux d'une manière qu'il était rarement. « Claire, avait-il dit, si jamais quelque chose ne va pas, s'il se passe quelque chose et que tu ne sais pas à qui faire confiance, regarde dans mon bureau. » J'en avais ri à l'époque, lui demandant s'il préparait une sorte de complot de film d'espionnage. Il avait souri, mais il n'avait pas ri avec moi, et le moment était passé sans que ni l'un ni l'autre ne le mentionne à nouveau. Je n'avais pas pensé à cette conversation depuis des années. Le deuil fait des choses étranges à la mémoire, il enterre certaines choses si profondément qu'on oublie leur existence, tandis que d'autres restent vives et claires, peu importe le temps qui passe. Mais assise dans ma cuisine ce soir-là, à ne rien regarder, ce souvenir a refait surface avec une clarté totale, comme s'il avait attendu exactement ce moment. Le vieux bureau de Daniel était toujours dans le bureau, intact depuis son décès. J'étais passé dans cette pièce une centaine de fois sans ouvrir les tiroirs, en partie par respect, en partie parce que le deuil rendait même les petites tâches comme trier les affaires d'un mort insupportables. Mais ce soir-là, je suis entré avec un autre type d'urgence. Le bureau était plus lourd que dans mon souvenir, le bois sombre et usé sur les bords par des années d'utilisation. J'ai ouvert le tiroir du haut d'abord, des stylos, de vieilles cartes de visite, une agrafeuse qui ne fonctionnait plus depuis des années. Rien. Le deuxième tiroir contenait des dossiers, principalement des documents de travail de ces années à diriger les opérations pour l'entreprise de son père. Rien qui ne semblait pertinent pour un avertissement qu'il m'avait donné des années auparavant. C'est le tiroir du bas, celui qui coinçait légèrement quand je le tirais, qui contenait ce que je cherchais. Sous une pile de vieux documents fiscaux, scotchés sous le tiroir lui-même d'une manière qui suggérait qu'il l'avait caché délibérément, se trouvait une petite clé USB. Je suis resté assis sur le sol de ce bureau pendant un long moment avant d'avoir le courage de la brancher sur mon ordinateur portable. Une partie de moi avait peur de ce que j'allais trouver. Une autre partie de moi sentait déjà que ce que Daniel avait caché la changerait tout ce que je pensais comprendre des dernières années de sa vie. J'avais raison sur les 2 points. La clé USB contenait 43 fichiers. Je connais le nombre exact parce que je les ai comptés 2 fois avant de pouvoir me résoudre à ouvrir le premier, assis en tailleur sur le sol du bureau après de minuit, l'écran de mon ordinateur portable étant la seule lumière dans la pièce. Il y avait des courriels, des dizaines, s'étalant sur près de 2 ans. Il y avait des enregistrements audio, courts, du genre que l'on fait discrètement sur un téléphone glissé dans une poche de veste. Et il y avait un fichier vidéo daté de seulement 6 mois avant le diagnostic de Daniel que je n'ai presque pas eu le courage de cliquer. J'ai commencé par les fichiers audio, car d'une manière ou d'une autre, ils semblaient plus faciles à affronter. Le premier a commencé en pleine conversation. La voix de Daniel, basse et prudente, enregistrant clairement quelque chose qu'il ne voulait pas que quiconque sache qu'il enregistrait. Puis est venu un message destiné uniquement à moi. J'ai reconnu sa voix immédiatement, mais pas le ton, stable, délibéré, la voix d'un homme choisissant ses mots avec la précision de quelqu'un qui savait qu'il n'aurait peut-être pas l'occasion de les dire 2 fois. « Claire, a-t-il dit, si tu entends ceci, c'est que quelqu'un essaie d'utiliser ton passé contre toi. Je veux que tu saches quelque chose d'abord. Je suis au courant de cette nuit à l'université depuis avant même de te demander en mariage. Je l'ai découvert grâce à une vérification d'antécédents que mon père a insisté pour faire. Il était vieux jeu sur ce genre de choses. J'ai lu le rapport. J'ai compris ce qui s'était réellement passé. Et cela n'a rien changé à ce que je ressentais pour toi. Je veux que tu entendes cela de ma propre voix. Pas seulement que tu le crois parce que tu espères que c'est vrai. Je t'ai choisi en sachant tout. Je te choisirai à nouveau. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assise là après la fin de cet enregistrement. Assez longtemps pour que mes jambes s'engourdissent sous moi, assez longtemps pour que les larmes que je retenais depuis des semaines finissent par couler, silencieuses et irrépressibles. Le genre de pleurs qui vide quelque chose en vous plutôt que de le remplir. Daniel avait su. Il avait su pendant des années, porter cette connaissance en silence, me protégeant d'une peur dont je ne savais même pas que j'avais besoin d'être protégé parce qu'il comprenait quelque chose que je n'avais pas entièrement compris moi-même, que certaines vérités n'ont pas besoin d'être dites pour être honorées. Il m'avait simplement aimé pleinement, avec toutes les pièces intactes, et ne m'avait jamais fait sentir plus petite pour les parties de mon histoire que j'avais essayé de garder cachées. Mais il y avait plus sur cette clé,
et ce qui suivait expliquait pourquoi il l'avait caché si soigneusement en premier lieu. Les courriels racontaient une autre histoire, une qui n'avait rien à voir avec moi. C'était une correspondance entre Daniel et un expert comptable judiciaire qu'il avait engagé discrètement, un homme nommé Peter Voss, spécialisé dans l'examen de documents d'entreprise et de succession pour y déceler des irrégularités. Daniel était apparemment devenu méfiant de quelque chose dans les années précédant sa mort. De petites incohérences dans les documents financiers de son père, des signatures qui semblaient légèrement fausses. Des documents qui avaient été modifiés sans l'implication directe de George. Le fichier vidéo, quand j'ai finalement eu le courage de le regarder, montrait Daniel assis dans ce même bureau, parlant directement à la caméra comme un homme préparant un témoignage qu'il espérait ne jamais avoir à donner. Je crois que Vanessa a falsifié des documents liés à la succession de papa, a-t-il dit, sa voix mesurée, mais indubitablement tendue. Je n'ai pas encore de preuves assez solides pour un avocat, mais j'ai des schémas. Des signatures sur 3 documents distincts qui ne correspondent pas à sa signature vérifiée de la même période. Un formulaire de procuration qu'il n'a aucun souvenir d'avoir signé. J'ai engagé quelqu'un pour m'aider à retracer cela correctement. S'il m'arrive quelque chose avant que j'ai terminé, je veux que tu aies tout ce que j'ai trouvé. Je me suis adossé contre le bureau, fixant l'image finale figée de cette vidéo, et j'ai senti toute la forme des 6 derniers mois se réorganiser dans mon esprit. Il ne s'était jamais agi de moi. L'intérêt soudain de Vanessa pour moi après la mort de George, ses recherches sur mon passé, la menace élaborée qu'elle construisait, tout cela était de la défense, pas de l'offense. Elle n'essayait pas d'éliminer une rivale pour la succession. Elle essayait d'éliminer un témoin. Daniel était mort d'un arrêt cardiaque soudain il y a 16 mois. Le genre de tragédie qui arrive sans crier gare et ne laisse aucune place aux soupçons. Je n'avais jamais envisagé que sa mort puisse être liée à autre chose qu'à la terrible aléatoire d'un cœur qui lâche trop tôt. Je ne sais toujours pas si c'était lié. Les médecins étaient certains, l'autopsie était nette, et je refuse de laisser le deuil inventer des conspirations là où il n'y en a pas. Mais je comprenais maintenant pourquoi Daniel avait caché ses preuves si soigneusement dans un tiroir. Il savait que je finirais par chercher, avec des instructions qui n'auraient de sens qu'une fois que j'en aurais besoin. Il protégeait plus que ses propres soupçons. Il me protégeait pour que je ne devienne pas la prochaine cible, qu'il s'en soit rendu compte consciemment ou non. J'ai passé le reste de cette nuit à parcourir les courriels de Peter Voss, à vérifier plus attentivement les documents que Daniel avait signalés, à comprendre pour la première fois toute l'étendue de ce que Vanessa avait apparemment fait pendant des années. De petites modifications aux documents de la fiducie de George. Un transfert de propriété qui avait été discrètement annulé après que Daniel ait commencé à poser des questions. Des signatures sur des documents d'assurance qui ne ressemblaient que de loin à l'écriture réelle de George. Le genre de faux qui est assez bon pour passer un coup d'œil mais s'effondre sous un examen réel. Vanessa n'avait pas seulement essayé de sécuriser son héritage. Elle l'avait activement remodelé pendant des années, déplaçant des parties de la succession de George par petits incréments niables, comptant sur le fait que les papiers d'un homme vieillissant reçoivent rarement le genre d'attention forensique que Daniel lui avait discrètement accordé. J'ai fermé l'ordinateur portable alors que le soleil commençait à se lever derrière la fenêtre du bureau. Et pour la première fois depuis les funérailles de George, je n'avais pas peur. Je me sentais prête. Vanessa a appelé 2 jours plus tard, sa voix enjouée et décontractée d'une manière que j'avais appris à reconnaître comme délibérée. Elle voulait qu'on se rencontre au bureau d'Howard. Elle a dit, juste nous deux, pour régler les formalités de la succession avant que les choses ne se compliquent. J'ai accepté immédiatement. Je ne lui ai pas dit que je comprenais déjà exactement quel genre de complications elle espérait éviter. J'ai passé ces 2 jours à me préparer, non pas avec colère, mais avec le même calme méthodique que j'aurais utilisé pour me préparer à toute réunion importante. J'ai fait des copies de tout ce qui se trouvait sur la clé de Daniel, les enregistrements, les courriels, la vidéo. J'ai donné une copie complète à l'associé d'Ethan pour qu'il la garde en lieu sûr, sans expliquer les détails pour le moment. Disant seulement que j'aurais peut-être bientôt besoin d'un conseiller juridique et que je voulais que la documentation soit sécurisée quelque part où Vanessa ne pourrait pas l'atteindre. J'ai sélectionné les 2 fichiers audio que j'avais l'intention d'utiliser et les ai chargés sur mon téléphone, prêts à être lus. Et j'ai appelé Howard Lewis en privé le matin de la réunion, lui disant seulement que je pensais qu'il serait sage qu'il fasse examiner les enregistrements de sécurité du bureau de notre conversation par la suite. Il n'a pas demandé pourquoi. 20 ans de pratique du droit dans cette ville lui avaient probablement appris à ne pas le faire.
Le bureau était exactement comme je m'en souvenais depuis la lecture du testament, bois sombre, haute fenêtre, le silence particulier d'une pièce où des décisions importantes sont prises. Vanessa était déjà là quand je suis arrivé, assise en bout de la petite table de conférence comme si elle en était propriétaire, un dossier manille placé précisément devant elle. Elle n'a pas perdu de temps en mondanité. Claire, merci d'être venue. Sa voix avait une chaleur étudiée, le même ton qu'elle avait utilisé à chaque dîner de famille au cours de la dernière décennie. Je pense qu'il est temps que nous réglions cela comme des adultes. Elle a fait glisser le dossier sur la table. À l'intérieur se trouvait un seul document, une renonciation formelle à l'héritage. Mon nom déjà tapé en bas, n'attendant qu'une signature. Je ne te demande pas de tout abandonner, a-t-elle dit en se calant dans son fauteuil. Sois juste raisonnable. Tu connaissais à peine Georges. Tu as été marié à Daniel pendant quoi, 3 ans? Je fais partie de cette famille depuis plus d'une décennie. Cela aurait toujours dû être à moi. J'ai laissé le silence s'étirer avant de répondre, observant son sang-froid tenir bon, la regardant croire qu'elle avait le dessus. Et si je ne signe pas, ai-je demandé. C'est à ce moment que son expression a légèrement changé pour devenir quelque chose de plus froid. Elle s'est penchée en avant et sa voix est tombée dans le registre que j'attendais, celui qu'elle utilisait quand elle pensait que personne d'autre que moi ne pouvait l'entendre. Renonce à ton héritage, a-t-elle dit. Ou je parlerai de ton passé à ton mari. J'ai attrapé mon téléphone. Je veux être honnête sur ce que j'ai ressenti à ce moment-là, car ce n'était pas triomphant. Pas de la manière dont les gens imaginent des confrontations comme celle-ci. C'était calme. C'était presque triste. Assise en face d'une femme qui m'avait un jour apporté de la soupe à mon appartement quand j'avais la grippe, qui m'avait serré dans ses bras aux funérailles de Daniel et m'avait murmuré que nous étions des sœurs. Maintenant, je ressentais quelque chose de plus proche du deuil que de la victoire. Quoi que Vanessa ait pu être pour cette famille, quelle que soit la chaleur qui existait entre nous, tout avait été entièrement consumé par la peur ou la cupidité qui la motivait maintenant. Avant de passer cet appel, ai-je dit, tu devrais écouter quelque chose. J'ai appuyé sur lecture pour le premier enregistrement, celui de Daniel enregistré des mois avant sa mort. Sa voix remplissant la pièce d'une assurance qui a fait vaciller pour la première fois le visage soigneusement composé de Vanessa. Il parlait de connaître mon passé, de m'avoir choisi quand même, d'aimer toutes les facettes de qui j'étais. Je l'ai regardé réaliser en temps réel que l'arme qu'elle avait passé des mois à affûter venait d'être rendue inutile. Mais je n'avais pas fini. Le deuxième enregistrement était plus court et bien plus dommageable. C'était l'un des fichiers audio que Daniel avait rassemblés lors de sa propre enquête discrète. Une conversation téléphonique enregistrée à son insu entre Vanessa et quelqu'un que je n'ai pas immédiatement reconnu, un spécialiste des documents qu'elle avait apparemment engagé pour l'aider à ajuster certains des papiers de Georges. Dans cet enregistrement, la voix de Vanessa était sans équivoque, discutant des signatures à reproduire, des dates à ajuster, de la manière de s'assurer que les pertes de mémoire de Georges fourniraient une couverture suffisante si quelqu'un remettait en question les changements plus tard. J'ai vu la couleur quitter son visage alors que sa propre voix, méthodique et accablante, lui était rejouée, exposant exactement ce que Daniel avait soupçonné depuis le début. « Où as-tu eu ça ?» a-t-elle dit, et ce n'était pas vraiment une question. Ses mains s'étaient immobilisées sur la table, la chaleur étudiée complètement disparue, remplacée maintenant par quelque chose de plus proche de la panique. Daniel l'a trouvé, ai-je dit, avant de mourir. Il montait un dossier contre toi depuis des mois. Je viens seulement de trouver ce qu'il a laissé derrière lui. Ce n'est pas, a-t-elle commencé, puis s'est arrêtée, semblant réaliser que le déni nécessitait une stratégie qu'elle n'avait pas préparée. Tu ne comprends pas, Georges allait tout perdre. Je protégeais cette famille. En falsifiant sa signature, ai-je dit doucement. En déplaçant ses actifs à son insu? En me menaçant de la même manière que vous avez apparemment menacé celui qui vous a aidé à le faire. Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais avant qu'elle ne le puisse, la porte du bureau s'est ouverte. Howard Lewis se tenait dans l'embrasure, un mince dossier à la main, et une expression sur son visage qui me disait qu'il avait entendu bien plus de cette conversation que nous ne l'avions toutes les deux réalisée. Je pense, a-t-il dit lentement, que nous devons discuter du véritable testament de Georges, celui qu'il a révisé 8 mois avant de mourir. Le visage de Vanessa est devenu blême. Howard a fermé la porte derrière lui avec un clic silencieux qui a semblé plus fort qu'il n'aurait dû. Il a traversé la pièce et a pris le siège en bout de table, celui que Vanessa s'était approprié quelques minutes plus tôt,
et a posé son dossier avec la précision soignée d'un homme qui attendait depuis longtemps d'avoir cette conversation. J'aurais dû vous dire cela à toutes les deux le jour de la lecture initiale, a-t-il dit en nous regardant tour à tour. George m'a demandé de ne pas le faire. Pas avant que cela ne devienne nécessaire. Je pense que nous avons atteint ce point. Vanessa était devenue très silencieuse, du genre de silence qui survient lorsque quelqu'un se rend compte que le sol sous ses pieds a déjà bougé, et qu'il ne reste plus qu'à attendre de voir de combien il va tomber. Howard a ouvert le dossier et en a sorti un document que je n'avais pas vu auparavant. Plus épais que le testament original, le papier légèrement différent, comme le sont les documents qui ont été révisés plus récemment que les autres. George est venu à mon bureau 8 mois avant de mourir, a dit Howard, seul. Il m'a dit qu'il s'inquiétait de certains changements apportés à sa succession au cours des 2 années précédentes. Il n'était pas tout à fait certain de ce qui se passait, mais il était assez certain pour vouloir que des protections soient mises en place. Il s'est tourné vers une page marquée et a commencé à lire, sa voix prenant la cadence formelle d'un homme récitant quelque chose qu'il avait mémorisé par la répétition. La clause était spécifique, délibérée, clairement écrite par un homme qui soupçonnait exactement le genre de pression que sa succession pourrait éventuellement susciter. Il y était stipulé, dans un langage dense de précision juridique, que tout bénéficiaire qui serait reconnu coupable d'avoir contraint, menacé ou tenté de forcer un autre héritier désigné à renoncer à son héritage perdrait immédiatement et définitivement son propre droit à la succession dans son intégralité. George a ajouté cela, a poursuivi Howard, spécifiquement parce qu'il soupçonnait que quelqu'un de proche pourrait tenter exactement ce qui vient de se passer dans cette pièce. Le sang-froid de Vanessa, qui s'était fissuré régulièrement depuis la lecture des enregistrements, s'est finalement brisé complètement. C'est insensé. Il ne m'a jamais rien dit à ce sujet. Il n'avait pas besoin de vous dire quoi que ce soit, a dit Howard, pas méchamment, mais sans aucune douceur non plus. Il me l'a dit par écrit, en présence de 2 témoins indépendants, spécifiquement parce qu'il ne faisait plus confiance à ce que ses instructions à votre égard soient honorées. Je n'ai menacé personne, a dit Vanessa, sa voix s'élevant maintenant, le calme étudié complètement disparu, remplacé par quelque chose de brut et d'acculé. C'est un malentendu. Claire et moi étions juste en train de parler. Nous négocions. C'est tout à fait normal dans les familles. Vanessa. La voix d'Howard était calme, mais elle l'a arrêté en pleine phrase. Ce bureau est équipé de caméras de sécurité avec enregistrement audio depuis un cambriolage il y a 3 ans. Chaque client en est informé dans les documents d'admission que vous avez signés lorsque vous avez programmé cette réunion. Je n'ai pas eu besoin d'écouter à la porte. J'ai regardé la retransmission depuis mon bureau depuis votre arrivée à toutes les deux. Le silence qui a suivi était palpable, comme quelque chose que l'on pouvait atteindre et toucher. Vanessa a regardé Howard, puis moi, et pendant un instant, j'ai vu quelque chose sous la colère et la panique, quelque chose qui ressemblait presque à la femme que j'avais connue pendant une décennie, celle qui s'était assise avec moi pendant la chimiothérapie de Daniel, qui, à un moment donné, se souciait véritablement de cette famille avant que la cupidité ne la transforme en quelqu'un d'autre. Mais ce moment est passé rapidement, remplacé par une dernière tentative désespérée de contrôle. Vous ne comprenez pas ce que ça a été, a-t-elle dit, se tournant vers moi maintenant, sa voix suppliante d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Regardez le frère de Daniel mener cette entreprise à la ruine pendant des années, regardez la mémoire de George décliner chaque mois, signant tout ce que n'importe qui mettait devant lui. J'essayais de protéger ce qui restait avant que tout ne disparaisse. Quelqu'un devait le faire. En falsifiant sa signature, ai-je répété, doucement cette fois, parce qu'une partie de moi comprenait que quelle que soit la justification qu'elle s'était construite, elle y croyait probablement au moins partiellement. Les gens se voient rarement comme des méchants dans leurs propres histoires. Ils se voient comme des survivants, faisant tout ce qui est nécessaire dans un monde qui a cessé d'être juste envers eux. En me menaçant avec quelque chose d'il y a 20 ans qui n'avait rien à voir avec tout ça. Elle n'a pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire qui ne confirmerait pas exactement ce que les enregistrements et les images de la caméra avaient déjà prouvé au-delà de tout doute raisonnable. Howard a fermé le dossier. Compte tenu de ce qui s'est produit dans cette pièce aujourd'hui, a-t-il dit, combiné aux preuves déjà fournies concernant les falsifications de documents, je vais déposer une requête pour que Vanessa soit formellement retirée en tant que bénéficiaire en vertu de la clause de déchéance. Je vous recommanderai aussi fortement, Vanessa, de retenir les services d'un avocat indépendant. La falsification de documents constitue à elle seule une fraude. Combinée à la tentative de coercition d'aujourd'hui, cela risque de devenir une affaire pénale,
et pas seulement civile. Vanessa s'est levée si vite que sa chaise a raclé bruyamment le sol. Pendant un moment, j'ai pensé qu'elle pourrait argumenter davantage, pourrait essayer un autre angle, une autre version de l'histoire qui la dépeindrait comme autre chose que ce que la dernière heure avait révélé d'elle. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a rassemblé le dossier qu'elle avait apporté, le document de renonciation qui ne serait désormais jamais signé par personne, et est sortie sans un autre mot, sans nous regarder ni l'un ni l'autre, ses talons claquant sèchement et rapidement sur le parquet. Je suis resté assise là un long moment après que la porte se soit fermée, ressentant le vide étrange qui suit toute confrontation que l'on redoute depuis des semaines. Howard m'a étudié attentivement. « Est-ce que ça va ?» a-t-il demandé. J'ai réfléchi honnêtement à la question avant de répondre. « Je ne sais pas encore », ai-je dit. « Je pense que j'ai besoin de temps pour comprendre ce qui vient de se passer. »« Prenez tout le temps dont vous avez besoin », a-t-il dit. « Mais Claire, il y a encore une chose que George a laissée. Une lettre. Il m'a demandé de vous la donner une fois que tout cela serait résolu, quelle qu'en soit l'issue. Il a fouillé dans son bureau et en a sorti une enveloppe scellée, mon nom écrit sur le devant de l'écriture familière et légèrement tremblante de George. L'histoire s'est répandue dans la famille plus vite que je ne l'avais prévu, bien que je suppose que des histoires comme celle-là le font toujours. Margaret m'a appelé le soir même, sa voix faible et tremblante d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant, même pas aux funérailles de Daniel. « Est-ce vrai ?» a-t-elle demandé. Ce qu'Howard m'a dit sur le testament, sur ce que Vanessa a fait. Je ne lui ai pas mâché mes mots. Je lui ai tout dit, les signatures falsifiées, les années de petites manipulations, la menace dans le bureau d'Howard, les enregistrements que Daniel avait laissés. Je pouvais l'entendre pleurer à l'autre bout du fil, le chagrin particulier d'une femme réalisant que quelqu'un en qui elle avait eu une confiance absolue trahissait discrètement sa famille depuis des années tout en acceptant son amour et sa défense à chaque occasion. Je l'ai défendu, a dit Margaret, sa voix se brisant. Chaque fois que quelqu'un la remettait en question, chaque fois que George semblait confus à propos des papiers, je disais à tout le monde qu'elle était la seule à maintenir cette famille unie. Je suis tellement désolé, Claire. J'aurais dû écouter Daniel quand il a essayé de me dire que quelque chose n'allait pas il y a des années. Je pensais qu'il était juste paranoïaque. Vous ne saviez pas, lui ai-je dit. Et je le pensais. Le deuil et la loyauté font croire aux gens des choses qu'ils veulent croire. Margaret n'était pas sotte. Elle avait simplement aimé quelqu'un qui ne méritait pas la forme de cet amour, ce qui est une erreur que la plupart d'entre nous commettons à un moment ou à un autre de notre vie, d'une manière ou d'une autre. Ce fut plus difficile de le dire à Ethan, non pas parce que je craignais sa réaction, mais parce que cela signifiait enfin prononcer les mots que j'avais gardés enfouis pendant plus de 2 décennies. Je lui ai tout dit le soir après la réunion au bureau d'Howard, l'arrestation, le casier judiciaire scellé, la peur que j'avais portée en silence tout au long de notre mariage, que d'une manière ou d'une autre, un jour, mon passé me coûterait sa confiance. Il a écouté sans interrompre, comme il le fait quand il est vraiment attentif. Et quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un long moment. « Tu aurais dû me le dire il y a des années », a-t-il finalement dit. Cela n'aurait rien changé. Il m'a prise dans ses bras alors, et je me suis laissé pleurer d'une manière que je ne m'étais pas autorisé depuis la nuit où j'ai écouté pour la première fois l'enregistrement de Daniel, pas de tristesse exactement. Mais du soulagement de poser enfin quelque chose que j'avais porté seul si longtemps que j'avais oublié ce que c'était que d'en partager le poids. Les poursuites judiciaires contre Vanessa ont progressé au cours des semaines suivantes. Elle a été formellement dépouillée de son héritage en vertu de la clause de déchéance que George avait discrètement insérée dans son testament révisé, et séparément, le bureau d'Howard a poursuivi les allégations de fraude liées aux documents falsifiés. Je ne prétendrai pas n'avoir rien ressenti en regardant cela se dérouler. Il y avait une version de moi, des années auparavant, qui avait sincèrement apprécié Vanessa, qui avait cru que la chaleur qu'elle montrait à cette famille, au moins parfois, était réelle. Je pense que ce fut peut-être le cas, une fois, avant que la cupidité et la peur ne la transforment en quelqu'un prêt à menacer une veuve en deuil pour protéger ce qu'elle avait déjà volé. Quand est venu le moment de régler officiellement la succession, j'ai pris une décision qui a surpris presque tout le monde, y compris Howard. Je n'ai pas tout gardé. J'ai gardé assez, la maison au bord du lac, parce qu'elle contenait trop de souvenirs de Daniel pour la laisser partir, et une partie du portefeuille d'investissement qui assurerait mon avenir sans excès. Mais le reste, la majorité de ce que George m'avait laissé, je l'ai redirigé vers quelque chose de nouveau. J'ai créé un fonds de bourse d'études au nom de Daniel et George,
pour soutenir les étudiants poursuivant des diplômes en expertise comptable judiciaire et en droit financier. Un petit hommage délibéré à l'enquête discrète et minutieuse que Daniel avait menée dans les derniers mois de sa vie. Celle qui a finalement protégé toute notre famille de tout perdre au profit de quelqu'un en qui nous avions eu une confiance totale. Avant de quitter le bureau d'Howard pour la dernière fois, il m'a remis la lettre que George avait écrite, celle qu'il avait gardée jusqu'à ce que tout soit résolu. Je l'ai ouverte ce soir-là, seul dans le bureau où j'avais trouvé la clé cachée de Daniel des mois plus tôt, et j'ai lu l'écriture familière de George à la lueur d'une lampe. Claire, avait-il écrit, j'imagine qu'au moment où tu lis ceci, tu comprends déjà pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Je ne te laissais pas d'argent parce qu'il t'était dû ou parce que les liens du sang l'exigeaient. Je le laissais à la seule personne de cette famille qui ne m'a jamais rien demandé. Ce genre d'intégrité est rare, et encore plus rare dans des familles comme la nôtre où l'argent a tendance à révéler exactement qui sont vraiment les gens. Prends soin de ceux qui restent, et prends soin de toi. Tu as mérité la paix, Claire. S'il te plaît, permets-toi de la voir. J'ai plié la lettre soigneusement et l'ai posée à côté d'une photo de Daniel sur le bureau. Celle de notre jour de mariage, nous riant tous les deux de quelque chose juste hors du cadre. Mon téléphone a vibré alors que je me levais pour quitter le bureau. Un message d'Ethan. Dîner à 18h. Plus de secret. J'ai souri, le premier vrai sourire sans défense que j'avais ressenti depuis des mois, et j'ai tapé en retour un seul mot avant de glisser le téléphone dans ma poche. Toujours. Pour la première fois depuis les funérailles de George, depuis la maladie de Daniel, depuis une nuit il y a 20 ans que j'avais passé 2 décennies à essayer de fuir, j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir à nouveau de manière si complète. Je me sentais libre. Si cette histoire vous a touché, j'aimerais savoir comment elle a résonné en vous. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quelle partie vous a le plus marqué, et faites-moi savoir d'où dans le monde vous regardez ce soir. Nous partageons des histoires comme celle-ci tous les jours. Alors, si vous ne voulez pas manquer ce qui va suivre, allez-y et abonnez-vous. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.